Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur ESAE Télévision baptisée Info Hebdo. Nous sommes le samedi 7 mars de l'an 2020. Cette semaine, l'actualité politique nationale s'articule autour de l'organisation des élections communales et locales de mai prochain. Et pour en parler ce matin, je reçois pour vous, chers amis internautes, Gilles-Christ Tchidi. Il est journaliste, analyste politique. Il sera avec Joseph Perzo Anago, directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse La Dépêche. Également sur ce plateau, comme troisième invité, Judicaël Roch-Ouanou, directeur général du quotidien L'Informateur. Avec eux, si le temps nous le permet, nous essaierons d'apprécier le déroulement du scrutin présidentiel qui s'est tenu au Togo. Bienvenue à tous, bonjour. Tout de suite, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Joseph Perzo-Anago. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux internautes de ESAE TV. De ESAE TV, voilà. Vous êtes le directeur de publication du quotidien La Dépêche. Vous êtes face à Judicaël Roch-Ouanou. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour chers amis internautes, bienvenue sur ESAE TV. Directeur général de l'Informateur, le quotidien Maison. Exactement. Voilà, vous êtes face à vous êtes face maintenant à Gilles-Christ Tchidi, journaliste, analyste politique. Bonjour Gilles-Christ et merci d'être là. Bonjour Kader, je vous en prie, merci pour l'invitation. Alors, Joseph Perzo-Anago, vous avez suivi l'actualité nationale cette semaine en tant que professionnel des médias. Vous avez suivi également les différents messages qui ont été rendus publics pour appeler à la paix, notamment celui du médiateur de la République, Joseph Mélenchon, au cours de cette semaine. Dites-nous, la Sénat, elle a ouvert ses portes depuis lundi pour enregistrer les dossiers de candidature. À ce jour, nous n'avons aucun parti politique qui s'est présenté à la dite Commission électorale nationale autonome. Dites-nous, quelle lecture faites-vous de tout ceci ? Merci cher confrère. Je pourrais placer moi la perception que j'ai de la situation sur deux plans. Le premier plan, c'est que dans un espace comme celui-ci, les gens sont timorés, ils ne s'engagent pas. On peut mettre ça à l'actif de ce phénomène. Mais sur un autre plan, je me dis, la particularité de ces élections, ou la particularité ou les contraintes des règles ou des lois qui régissent les élections depuis quelques mois amènent à dire que rien n'est plus aisé. La confection des listes n'est pas chose aisée. Les conciliabules qui se mènent en ce moment ne sont pas non plus chose facile. Et donc on peut comprendre que si jusque-là la Sénat n'a reçu encore aucun dépôt de dossier, cela peut être dû au fait que les difficultés internes à chaque parti prenante à ces joutes explique donc la chose. C'est ce que je pense. Mais l'autre chose aussi, je me dis, chacun des compétiteurs pourrait se dire qu'il a tout le temps devant lui pour se préparer. Cela peut aussi expliquer la lenteur qu'on note par rapport au démarrage effectif des dépôts de dossiers. Mais l'autre dernière petite chose que moi je voudrais aussi dire est que il y a, comme vous l'aviez constaté vous aussi, il y a beaucoup de petites décisions ou de propos ou même d'engagements qui sont pris de part et d'autre qui peuvent expliquer le fait que les gens sont dans l'attentisme. N'oubliez pas que c'est ces derniers jours que la Sénat a tenu un certain nombre d'informations à la disposition des partis politiques ou des partis devant prendre part à ces élections. Donc, l'un mis dans l'autre, on peut dire qu'ils ont encore tout leur temps pour se préparer, avec les difficultés inhérentes à ce genre d'exercice. Alors, Judicaël Roch-Ouanou, dites-nous, quel est votre état des lieux de la situation quand on sait un peu toutes les dispositions qui ont été prises par le gouvernement pour faciliter la tâche aux différentes formations politiques? Bon, je dis d'abord, 6 000 dossiers, un peu plus, c'est pas chose aisée, c'est difficile. Et il faut couvrir tout le territoire national, 77 communes, et 77 communes jusqu'au fin fond, et aller maintenant recueillir des dossiers, aller chercher des pièces administratives, quel que soit le cas, même si le gouvernement a pris une certaine mesure, un certain nombre de mesures pour pouvoir aider les partis politiques. Il faut d'abord que l'autorité qui signe l'acte puisse d'abord recenser les actes, les signer. Et il faut vous dire que ça bouillonne de tous côtés. Et dans chaque peut-être arrondissement,
mairie, préfecture, même dans les tribunaux, c'est plusieurs certificats de nationalité que les gens demandent, c'est plusieurs casiers judiciaires que les gens demandent, c'est plusieurs autres actes que les gens demandent. Et l'autorité qui est en charge de signer ces actes ne peut pas, les yeux fermés, sans une certaine vérification, se mettre à signer pour que demain ça lui retombe dessus. On a vu des gens signer des casiers judiciaires dans ce pays et demain on a vu tout ce qui s'est passé. Donc de toutes les manières, même si c'est rendu gratuit, même si c'est rendu accessible, il faut que les gens prennent quand même le temps de contrôler pour qu'il n'y ait pas des imposteurs. Donc tout ça, peut-être les gens sont peut-être à jour vis-à-vis d'un certain nombre de dossiers, de certaines pièces. Ils attendent certainement des pièces complémentaires. Pour ce que je peux vous dire, c'est que j'ai essayé de parcourir certains sièges et j'ai vu que ça bouillonne de monde. C'est en activité. C'est en activité, c'est en ébullition. C'est en ébullition, les gens travaillent beaucoup et je pense que tous les partis qui sont en lice s'activent vraiment à déposer dans les délais. C'est vrai que c'est inédit, c'est pratiquement une première fois que la Sénat attend un peu aussi longtemps parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, jusqu'à l'heure où nous nous mettons sur le plateau pour débattre, aucun parti politique n'est encore allé à la Sénat. Aucun n'essaie d'ailleurs annoncé pour la journée. Et pour les dernières informations que nous avons, nous ne savons pas que si ça va tomber aujourd'hui, alors que la date du butoir, c'est déjà dans 5 heures au plus. Aux 4 jours. Aux 4 jours. Donc voilà un peu ce qui se passe. Il faut des vérifications. Les gens sont en attente encore de certains nombres de pièces, je le sais. Des casiers judiciaires sont encore au niveau des tribunaux. Et même si l'autorité les a rendus un peu plus fluides, un peu plus accessibles, les juges, eux, les greffiers, eux, ils ont obligation de faire beaucoup attention pour ne pas subir demain la rigueur de la loi, pour ne pas demain être blâmé. Pour ne pas demain être blâmé. Alors, Gilles Christ Tidji, dites-nous pourquoi généralement les formations politiques prennent l'habitude d'attendre les dernières 24 ou 48 heures pour se présenter à la Commission électorale nationale autonome, quitte à prendre en otage l'enceinte de cette maison pour finaliser la conception ou l'élaboration de leur liste de candidature. Ben, ça peut avoir plusieurs explications. Vous savez, de mémoire d'observateur politique, je ne me rappelle pas avoir vu des partis politiques qui se présentent à la Sénat dès les premiers jours du délai imparti pour le dépôt de dossier. Pourquoi? C'est dans votre question. Première raison probable, c'est qu'au sein des partis politiques, comme il a dit tout à l'heure, mon vis-à-vis, voilà, les acteurs politiques continuent d'affiner leurs armes, c'est-à-dire de parfaire la liste. Lorsque vous voyez un peu le type d'élection auquel on veut participer, c'est les communales, les municipales et locales. C'est le rendez-vous électoral au cours duquel on désigne les responsables politiques de proximité des populations, les chefs quartiers, les conseils locaux, les conseils communaux, après qui désigneront le maire. Ça veut dire que c'est un travail de fourmi. Et vous savez qu'avec les nouvelles réglementations aujourd'hui au Bénin, chaque candidat doit fournir un certain nombre de pièces, même des pièces qui n'existaient pas. Par exemple, le quitus fiscal, qui atteste que vous êtes à jour vis-à-vis du fisc. Cela signifie quoi? Cela signifie que vous pouvez être un animal politique, une mastodonte politique très redoutable dans votre fief. Si vis-à-vis du fisc béninois, vous n'êtes pas à jour, votre dossier ne sera pas accepté. Ça fait que le parti lui-même, au sommet, attend de voir tous ses militants, en tout cas ses prétendants candidats, se mettre à jour vis-à-vis de l'administration fiscale. Ça fait le premier point. Le deuxième point qui existait certainement, c'est aussi de se mettre à jour vis-à-vis de la justice. Lorsqu'on dit par exemple que vous n'avez pas la possibilité d'être éligible, si vous avez été condamné par exemple, ou alors le casier judiciaire, parfois les délais de livraison du casier judiciaire, ça varie d'un tribunal à un autre. Parfois on peut vous dire une semaine, parfois on peut vous dire 72 heures, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vrai que nous sommes à l'ère d'une certaine, on va dire, disposition spéciale qu'on met à la disposition de ces acteurs politiques pour leur faciliter la tâche, mais toujours est-il que nous sommes dans l'administration et parfois, voilà, et parfois les choses ne se font pas en un claquement de doigts. Alors, autre paramètre. Vous avez certainement remarqué les dernières semaines qui ont précédé cette période où nous sommes, je vais dire les derniers mois, une forte
on va dire, transhumance politique au sein des partis politiques. Des gens qui quittaient des partis politiques vers soit l'Union progressiste, soit le bloc républicain, ou dans une très faible proportion, l'inverse. Ça a pour conséquence de changer la donne au sein des partis politiques. Parce que lorsque, par exemple, le bloc républicain naissait en 2018, ou l'Union progressiste naissait en 2018, les têtes qui avaient été dans ce parti politique étaient certainement dans des calculs donnés. Moi, je vais dans le parti pour après me faire positionner dans mon fief en tant que candidat pour telle élection. Alors, lorsque de nouvelles têtes viennent dans votre parti politique, ça peut bouleverser la donne ou le parti peut se retrouver dans un certain dilemme pour se demander on positionne qui. Donc, soit la période est aussi aux médiations où on réfléchit, on fait des médiations pour dire bon, alors vous, on va vous mettre en première position, après vous, deuxième sur la liste. Donc, les réglages continuent. Qui vous souviennent qu'en 2016, pour la présidentielle, des gens sont allés, même pour les législatives de 2019, on est allé à la Sénat le dernier jour de dépôt à 23 heures. Des partis politiques sont entrés dans l'enceinte de la Sénat à 23h30, 45. Le temps de continuer à régler la liste, même dans l'enceinte de la Sénat après 0 heure. Parce qu'après 0 heure, on va fermer le portail. Et c'est l'habitude sous nos cieux, peut-être ailleurs aussi. Donc, ce à quoi on va peut-être assister, c'est presque les mêmes choses. On ne va pas peut-être assister à une nouvelle... À la routine. Les gens attendront les derniers jours. Peut-être, moi j'ai écouté certains acteurs politiques, peut-être, je ne vais pas dire des partis politiques, mais qui ont rassuré que eux, ils n'attendront pas le dernier jour, les dernières heures. Mais vous verrez, c'est soit le dernier jour ou l'avant-dernier jour, les dernières heures, que les partis vont massivement aller là-bas. Parce que, comme les uns les autres l'ont dit, c'est des milliers de dossiers et chaque dossier doit être à jour. Vous voyez, ce n'est pas facile, hein, chaque dossier. Vous voyez, si Kader, on vous dit de passer un concours seul, vous voyez le temps que vous mettez pour mettre à jour votre seul dossier. Et un parti politique, un président de parti politique ou un coordonnateur de parti politique doit gérer 6000 dossiers. Ce n'est pas évident. C'est pour ça certainement que ça traîne encore. C'est pour ça que ça traîne certainement encore. Alors, Joseph Perjonago, l'enjeu est de taille. Il s'agit de réunir plus de 6000 dossiers de candidature. On a au Bénin au moins 9 ou peut-être 7 partis politiques qui vont compétir, dans le bloc républicain, l'Union progressiste et bien d'autres. Dites-nous, face à cet enjeu-là, est-ce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas nous voir dans une situation où la Commission électorale nationale autonome serait obligée de prolonger le délai qu'elle a donné aux formations politiques pour se mettre en règle? Oui, mon cher confrère Kader, cela est plausible. Et mieux, je pourrais encore aller plus loin et dire que même la date du 17 mai qui est agitée n'est pas exempte de modification. Tout est possible. Pourquoi selon vous? Oui, quand on voit aujourd'hui comment ça se passe, et les uns et les autres sont intervenus tout à l'heure pour dire que rien n'est aisé, tout est pratiquement malaisé dans la préparation ou les préparatifs de ces élections. Et donc, au niveau des partis politiques, on sait ce qui se passe en ce moment. Il y a même des impondérables qu'on essaie de gérer au jour le jour. Et donc, quand on regarde ça et on voit la perspective du 17 mai, moi, je suis tenté de dire que non seulement la Sénat pourrait être amenée à revoir certaines dispositions, mais mieux encore, rien ne nous permet de jurer que le 17 mai, tout pourra se faire exactement selon les vœux du gouvernement qui a convoqué le corps électoral. Donc, c'est ainsi que moi, je vois la chose. Par rapport, comme l'ont dit certains de mes prédécesseurs ici, la particularité de l'élection conditionne déjà la situation que nous vivons en ce moment. La complexité des dossiers à fournir aussi. Parce que les uns et les autres l'ont reconnu ici, il n'aurait pas suffi seulement de dire bon, on allège un peu les conditions de délivrance, on permet la gratuité de la délivrance et tout, pour que d'un coup de bâton magique, tout puisse se faire. Et le reste va se jouer sur le temps. Et le délai qui est imparti en ce moment me semble trop serré et il est évident que cela puisse connaître une modification les heures à venir. Alors, est-ce que cela n'est pas dû, je reste avec vous, Joseph Perjonago, est-ce que cela n'est pas dû au fait que les différentes formations politiques ont pris beaucoup de temps à analyser un peu les tractations, les enjeux politiques avant de s'affairer à demander les dossiers de candidature?
Bon, ici, il ne s'agira pas, selon moi, d'accuser seulement... Parce que juste après la convocation du corps électoral, on a constaté, comme l'a évoqué tout à l'heure Chris Chidi, qu'il y a certains acteurs politiques qui migrent d'une formation politique vers l'autre. Est-ce que tout cela n'a pas bouleversé un peu les calculs politiciens des formations politiques qui étaient prêtes quand même à positionner tel ou tel dans ces conditions électorales? Je suis d'accord avec vous, mais il faut nuancer aussi, parce qu'une élection ne s'organise pas seulement entre les partis politiques, c'est tout un enchevêtrement de dispositions. Toutes les institutions, je dis bien toutes les institutions de la République sont impliquées. Il y en a qui sont au premier chef. C'est-à-dire quand on prend la Sénat, quand on prend même le gouvernement dans son ensemble, chacun est intervenu. N'oubliez pas qu'il y a quelques semaines, la Direction générale des impôts est entrée en lice parce que déjà le gouvernement en a décidé ainsi. Et c'est ainsi que l'on peut observer que beaucoup d'acteurs impliqués, qui ne sont pas forcément les acteurs des partis politiques, sont concernés par ce que nous vivons aujourd'hui. C'est vrai, vous l'aviez dit, et certains partis politiques ont eu des difficultés, en ont encore à l'heure où nous parlons. Certains voudraient même que cela se prolonge jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi pas? Pour pouvoir être à jour, et qui ne seront sûrement jamais à jour. Et mes présidents l'ont dit, jusqu'à la dernière minute, on peut voir défiler les gens, prendre par-dessus le mur de la Sénat, et c'est devenu une habitude et qui est restée collée à la peau. Et donc, les mêmes phénomènes vont se reproduire. Mais je crois, pour les atténuer, la Sénat verrait comment peut-être proroger d'un ou de 2 ou 3 jours, pourquoi pas. Moi, je ne décide de rien à la place de la Sénat, mais toujours est-il que des choses... Le président Emmanuel Tiandou doit prendre ses responsabilités. Ah oui, oui, tout à fait. Et ne pas être obligé de découvrir des erreurs mineures. Des erreurs mineures. Alors, Julie Roch-Ouanou, la certitude est que le parti politique ou les partis politiques suivants, Bloc républicain, Union progressiste, Union démocratique Congolais nouveau, Parti de renouveau démocratique et bien d'autres participeront aux élections prochaines. Mais il y a un petit doute au sujet de la participation des forces Congolais émergents, FCBU avec la situation qu'elle traverse et également dynamique unitaire pour le développement de la démocratie. Non, excusez-moi. Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, les doutes sont dissipés. Le parti Force Congolais émergent participe aux élections. Donc il n'y a plus d'inquiétude au niveau du FCBU. Ils l'ont dit, ils l'ont clamé, on s'en tient à ça. Ils l'ont dit, même pas plus tard que la dernière fois depuis Parakou. Ils ont fait une réunion, ils l'ont encore dit, les dissidents ont dit, ils sont revenus à la maison. J'ai suivi nos réunions à Tchadé sur un plateau de télévision. Et il a martelé. J'ai souri tout à l'heure quand le doyen Perzo Anago choisissait ses mots de façon stratégique. Les choses sont malaisées. Et je pense qu'il faut... Moi, je combine la chose dans l'angle de les choses sont fastidieuses du moins. La tâche est très fastidieuse pour les partis politiques. Et ça, c'est la responsabilité des partis politiques. Et ce n'est pas dû à la révolution. Je pense même que le gouvernement, en prenant certaines dispositions, est même dans la logique d'aider. Parce que le dernier parti politique qui a eu son récépissé, sa reconnaissance, c'est, il me semble, les 2 derniers, c'est le parti de Korogoné et puis Restaurer Espoir. Restaurer Espoir, en toute honnêteté, en toute humilité, a dit je ne participe pas. Parce qu'il a vu peut-être, quelles que soient les gymnastiques politiques, la tâche qui est aussi fastidieuse. Parce que Restaurer Espoir, il faut savoir, on sait quand il a combattu tout le temps les lois, mais à un moment donné, peut-être, il a jugé qu'il faut y aller. Donc, il connaît l'enjeu de la chose. Il connaît l'implication des textes votés aujourd'hui et il sait qu'il faut un travail acharné, un travail de fourmi, un travail de forçat pour pouvoir participer. Avant de vous laisser poursuivre, est-ce que vous voulez insinuer que Candidat Zalaï n'est pas en mesure de réunir les 10% Non, on n'en est pas là. Je ne suis pas là. Je dis, il sait qu'il faut faire un travail assez fastidieux, ne serait-ce que pour être en lice pour ces élections. Mais le rôle d'une formation politique, c'est d'animer la vie politique. Si. Est-ce qu'il pourrait y avoir une formation politique qui ne voudrait pas participer à l'élection? De toutes les manières, il prend le risque de ne pas se présenter aujourd'hui, parce que la même loi dit qu'un parti politique qui naît et qui ne participe pas 2 fois successivement aux élections disparaît. Et il y a le système de parrainage pour 2021. Je ne sais pas à quoi ça sert d'avoir un récépissé d'existence aujourd'hui, ne pas prendre part aux élections communales et estimer résister après, alors que si vous n'avez pas un certain nombre de maires, vous ne pouvez pas même parrainer quelqu'un. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Peut-être ses calculs. Je ne sais pas les calculs qu'il a eu à faire pour pouvoir prendre cette décision. Qui me semble peut-être que Perzo va peut-être réagir par rapport à ça. Revenons un peu par rapport au FCB. J'étais en train de dire au fait qu'il faut voir la chose sur l'angle de ce que le travail est assez fastidieux pour les partis politiques. Et normalement, le gouvernement pourrait
si nous ne sommes pas dans une mesure où il y a des choses, on appelle ce qu'on appelle consensus, concession, le gouvernement pourrait fermer les yeux sur certaines choses. Vous voulez aller aux élections, vous faites tout possible pour être à jour. Ce n'est même pas normalement forcément le gouvernement, et ce n'est même pas forcé au gouvernement de faire ces derniers temps des concessions, de demander à ce que certaines pièces soient forcément à jour. Les partis politiques, je sais que il y a des débats quand on commence, on ne peut pas s'entendre, il y a des sensibilités, il y a des angles de vue et tout, chacun est libre de ses opinions. Moi, j'avance les miennes et je dis, et voilà en réalité ce qui devait être. En ce qui concerne la FCBE, je pense que les gens doivent cesser ce débat qui n'existe pas. Aujourd'hui, si la FCBE ne participe pas aux élections, c'est peut-être parce qu'ils seront victimes de ce que certains partis politiques aussi sont victimes. C'est-à-dire, peut-être qu'ils ne pourront pas arriver à réunir les pièces qu'il faut, qu'ils ne réussiront pas à avoir les dossiers. Mais est-ce que désormais il y a une cohésion qui pourra contribuer de façon active et considérable? Il y a au sein des forces Cori pour un Bénin émergent. Je ne sais pas pourquoi nous allons aller chercher le problème là où il n'y en a pas, parce que les acteurs se sont réunis plusieurs fois et on dit, nous sommes entendus, nous allons aux élections. En matière de réunion, d'entente, on a vu la plus considérable qui s'est tenue, c'est celle qui s'est tenue sous la direction et sous l'égide du président d'honneur du parti politique, l'ancien président Thomas Bouniayi, leader de cette formation politique. Mais pourtant, il y a toujours le verre dans le fruit. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Les choses ont évolué au sein de ce parti. Et j'ai dit, le plus grand dissident, sinon le plus grand dissident, le groupe Moureni à Tchadé. J'ai vu à Tchadé, sur un plateau de télévision, reconnaître son scène, Paul Rompé. Je l'ai vu, il a dit les choses se passent sous la direction du scène Paul Rompé, chapeauté éventuellement par le président d'honneur Boni Yahi. C'est largement suffisant. Et donc il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus péril dans la débat. Je pense que ce débat on doit évoluer. On doit évoluer dans le débat. Alors, même question à votre endroit, Gilles Christ Tchidi. Les élections communales sont à l'orée. La certitude est autour de certaines formations politiques 4 ou 5. Nous avons Union progressiste, Bloc républicain, Parti du Renouveau démocratique, UDBN et le Parti de Korogoné MPL. Mais il y a toujours une inquiétude qui subsiste, ou des inquiétudes qui subsistent autour de certaines formations politiques telles que FCBE, DUD et autres. Gilles Christ, dites-nous quelle analyse vous en faites. Est-ce que selon vous, en tant qu'analyste politique, vous estimez que avec les différentes rencontres de réconciliation qui ont eu lieu récemment, FCBE pourrait être présent au scrutin prochain? D'abord, je voudrais faire une mise au point. Je ne suis pas du bureau exécutif du parti Force Cori pour un Bénin émergent. Je suis d'accord avec vous, mais il ne faudrait pas que les internautes prennent mes propos pour parole d'évangile. Je voudrais juste faire des analyses. Je ne partage pas votre optimisme, monsieur le DG de l'informateur, par rapport au parti Force Cori pour un Bénin émergent. La question de l'entente est très délicate. Nous l'avons entendu à plusieurs reprises. Lorsque je voudrais faire un peu d'histoire pour pouvoir nous permettre de bien voir ce qui pourrait se passer, lorsque Force Cori pour un Bénin émergent a été plongé dans sa crise, c'est-à-dire une crise peut-être de confiance, c'était ça la vraie question. À l'occasion des législatives, certains estimaient que d'autres étaient des taupes, d'autres étaient venus pour espionner d'autres. Ça a plongé le débat. Et plus tard, après les législatives, on entend, c'était un week-end, moi j'étais là, j'apprends que FCBE aura son récépissé. Alors, plus tard, effectivement, on voit le récépissé provisoire, et après 72 heures, je crois, récépissé définitif, détenu par le camp de Humpé, Théophile Yarou, etc., etc. Et on a entendu Noureno Achade et autres qui ont dit jamais, ça ce n'est pas FCBE. Plus tard, effectivement, Bouniayi revient au pays, et réunit tout le monde. Vous avez vu la photo d'ensemble dans sa maison, dans le domicile de Bouniayi. Et on a dit, oui, les bas sont jetés, on va se réconcilier. D'ailleurs, on va aux élections en un seul morceau, on est unis. Mais d'où est venue alors la question de l'originalité des dossiers qu'on a remis à Bouniayi, etc., etc. Il y avait encore un gros doute au point où, ça ne vous a pas échappé, qu'on a entendu dire qu'il faut aller à un nouveau congrès. Et ça, c'était une idée de Bouniayi, probablement, qui a estimé que pour que les uns et les autres se retrouvent dans les différents dossiers qu'on a fournis au ministère de l'Intérieur, pour que les uns et les autres se retrouvent
dans la direction de Paul Rumpé en tant que secrétaire exécutif national du parti Force Courrier pour un Bénin émergent, il faut qu'on aille à un nouveau congrès pour pouvoir mettre en ordre tout ça. Et effectivement, j'avais même écouté, il n'y a pas longtemps, Jean Azatassou sur une chaîne de télévision qui expliquait que le congrès avait pour but de réunir tout le monde parce qu'ils ont senti qu'actuellement FCBE n'est pas uni. Alors, dans cet environnement, si effectivement vous avez entendu, moi je ne l'ai pas écouté, je l'avoue, publiquement, je n'ai pas écouté Nourène Ouachadé, mais s'il le dit, je veux bien croire qu'ils iront aux élections en un seul morceau. C'est même ce que moi je leur souhaite. Parce que comme vous l'avez dit, pour la présidentielle 2021, la loi dit maintenant, et c'est même constitutionnel, que si vous voulez être candidat pour la présidentielle, il faut que vous ayez réuni un certain nombre, je crois minimum 16 élus, soit maire, soit député. Ça veut dire que... Vous parrainez votre candidat. Ça veut dire que si jamais vous ne participez pas aux élections de proximité du 17 mai, ou d'une autre date, si éventuellement changeait, comme le DP Anago le disait tout à l'heure, c'est que vous ne pouvez pas dire votre mot pendant la présidentielle. Ça change tout. Et je l'ai dit à plusieurs reprises. Ça veut dire que FCBE a le devoir, c'est ce que je pense, de participer à cette élection si tant est que ce parti veut changer quelque chose à partir de 2021. Maintenant, si après toutes ces analyses que je viens de faire, on fait le constat selon lequel, effectivement, ce que Nourène Ouachadé a dit, ou tel, ce qu'ils ont dit en ce qui les concerne. Il y a une réunion qui s'est tenue oui, dans le Bambou. Effectivement, et que, effectivement, FCBE est réuni, mais c'est tant mieux. Parce que moi, ça m'embêtait leur crise d'ailleurs. Je me suis demandé, mais quel est ce pays-là où tous les partis politiques ont presque eu des problèmes? Vous voyez, ces dernières années, beaucoup de partis politiques ont connu des crises. Hein. Vous n'avez pas oublié la crise de Renaissance du Bénin, du Parti social-démocrate, oui. FCBE, et ainsi de suite. C'était au lendemain de la réforme du système. Et on a estimé que c'était toujours un œil étranger qui vient regarder dans la chambre à coucher des partis politiques. Je n'ai aucune preuve pour affirmer cela, mais je dis que je ne peux pas, à l'heure actuelle, être très sûr, très affirmatif que FCBE est encore uni. Si nous entendons aujourd'hui qu'ils sont unis et que demain, ils ne le sont pas, parce qu'il y a un problème. On a vu des communiqués et contre-communiqués. D'abord, un premier communiqué de 41 membres du bureau exécutif, enfin, de l'ex-bureau exécutif, qui ont dit que eux, ils demandent à tous les militants de ne pas aller déposer des dossiers encore, de garder par devant eux leurs dossiers. Oui, et qu'ils recevront de nouvelles instructions, s'il vous plaît. Oui. Plus tard, Paul Rumpé envoie un autre communiqué pour dire non, allez faire les formalités, les choses se poursuivent, c'est moi le chef. Oui. Mais après, je crois que vous avez même posé la question à Paul Rumpé, qui disait que lui, il n'a pas l'intention de laisser faire un congrès, il n'a pas l'intention de donner les papiers originaux, alors que j'avais lu dans les communiqués qu'il avait remis les papiers. Bon, bref, la question des FCBE est très délicate. Et je ne peux pas dire... confuse pour vous. Oui, et je ne peux pas vraiment dire tout de suite que FCBE est uni et il ira aux élections. S'ils vont aux élections, c'est tout le mal que je leur souhaite. C'est vrai. Joseph Perzo, Anago, dans le cas où les FCBE participeront aux prochaines élections communales prochaines, dites-nous quels pourraient être les enjeux, quels pourraient être, je dirais, la cartographie politique du pays, du paysage politique, quand les FCBE participeront à ces élections-là. Mon cher confrère Kader, vous n'allez pas me manger à cette sauce-là, parce que je ne voudrais pas faire du coq à l'âne. Si vous voulez que cette émission se poursuive et que je puisse intervenir, je suis obligé de parler de ceux dont mes confrères ont parlé tantôt, à savoir... Restaurer l'espoir. Non, pas de restaurer l'espoir. Je voudrais parler des FCBE. Je dois parler des FCBE d'abord et pouvoir projeter la cartographie dont vous parliez. Donc, vous n'allez pas me manger à cette sauce. On est d'accord là-dessus? Oui, tout à fait. Merci donc de me comprendre. Et donc, je reviens un peu en arrière pour dire, c'est vrai, Gilles l'a dit à Roch. D'une voix rock. D'une voix rock tout à l'heure. Il ne partage pas son point de vue, c'est évident. Je ne partage pas le point de vue de Roch et puis cela va de soi. Pas que je ne respecte pas ses points de vue. Non, mais je ne partage pas parce que, voyez-vous, la crise au sein des FCBE, de mon point de vue, ne peut pas être résolue à Parakou avec tous les sages même du Borgou, s'il le faut. Non, je ne le crois pas. Je ne pense pas, de mon point de vue, je ne suis pas membre de FCBE, je ne pense pas, de mon point de vue, que des tests
constitue des FCBE, il en existe qui stipulent clairement que lorsque la crise atteint un niveau donné, il suffit d'aller dans le Borgou pour la résoudre. Je ne pense pas que cela puisse exister. Mais si ça existe, ce serait une innovation, et tant mieux. Je ne pense pas non plus que les crises de FCBE peuvent se résoudre à Kétou, ni à Diakotomé, et que sais-je encore. Alors, ce qui s'est passé dans le Borgou avec les sages, c'est une très bonne chose. C'est de la conciliation, mais ça n'a aucune valeur juridique au plan statutaire. Pour dire donc que faire l'effort d'ignorer les réalités que vivent les FCBE est cynique. Parce que c'est quoi? Un congrès, dit-on, a eu lieu et qui a accouché de nouveaux documents et qui a été à l'origine de la délivrance d'un récépissé, tout ce que vous voulez. Ce congrès, je suis curieux en tant que journaliste de savoir où ça s'est tenu. Quels étaient les membres qui ont constitué ce congrès? Et puis, vous voyez, lorsqu'il s'est agi maintenant que d'autres membres de ce même parti demandent qu'on aille à un congrès, qui cette fois-ci risque d'être un congrès réel, parce qu'un congrès dont on n'a pas vu l'endroit où la tenue ou la manifestation, pour moi, n'est pas un congrès. Ça, c'est mon point de vue. C'est-à-dire, de façon livresque, on se retrouve en congrès lorsqu'on est à 2, 3, 4, 5, 6. Je vous en prie, je vous ai terminé. Non, je voulais vous relancer dans votre argumentaire. Oui. Vous la question de savoir quel serait l'intérêt d'organiser un congrès à quelques mois des échéances électorales. Quand on sait que, je ne pose pas la question ici, je vais répondre à la vôtre tout en posant une autre. Quel serait l'intérêt de ne pas organiser de congrès et de se faire délivrer parce que le secrétaire exécutif national du parti politique, Paul Longpé, le premier responsable de la dite formation politique selon le test, la nomenclature qui a été validée au ministère de l'Intérieur, ici, de quel congrès? Qui aura congrès, oui, mais 2 semaines après l'installation des conseils communaux. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je voudrais être très légaliste. Mais on n'est pas légaliste au milieu. On l'est du début jusqu'à la fin. Si je devais être légaliste en début, je voudrais dire, allons organiser un congrès pour aller retirer notre récépissé. Quand on sait un peu toutes les énergies que nécessite l'organisation d'un congrès sur le plan donc national, il n'y en a pas eu avant la délivrance sur le plan national, est-ce que cela n'allait pas empiéter sur la collecte des dossiers pour... Chers confrères, je ne poserai pas de questions parce que je voudrais respecter les règles du jeu, mais je suis tenté de m'interroger. Mon cher confrère, dites-moi, vous êtes au courant d'un congrès qui a eu lieu, un congrès de FCBE et qui a généré le récépissé? Je n'en suis pas informé. Il y a des congrès parfois de formation politique dont on n'est pas informé. Je n'en suis pas informé. Le journaliste que je suis est en quête de cet élément-là. Je voudrais, le jour où on va m'exhiber, l'endroit où ça a eu lieu. Aujourd'hui, nous avons des téléphones portatifs qui enregistrent tout. Tout au moins, je m'en contenterai. Donc, je dis qu'il n'y a jamais eu de congrès FCBE, mais il y a eu un récépissé. Et on dit que, alors que normalement, c'est à l'issue d'un congrès, quand le récépissé doit être délivré, le ministère doit constater. Maintenant, pourquoi ça gêne aux entenus certains que l'on demande maintenant qu'il y ait un second congrès? Parce que s'il y en a eu un premier, que personne n'a vu venir, il y a maintenant un que tout le monde voudrait voir se tenir. Et on refuse. Alors, je voudrais dire ceci. La crise des FCBE, elle est entière. Elle n'a pas été résolue dans le Borgou. Si elle a été résolue par quelques fils du terroir, c'est une bonne chose. Il faudrait alors que les fils de Diakotomé puissent résoudre de leur côté aussi, avec les sages de Diakotomé, les sages de Sakété, les sages de... un peu de tout, pour que peut-être on puisse aboutir à un résultat. Je ne pense pas que ce qui s'est décidé... Efficient. Oui, voilà. Parce que vous voyez, les résolutions... Dans le cadre où, où les FCBE participeront aux élections, et d'ailleurs le premier responsable du parti politique rassure d'ailleurs de la qui est le premier responsable du parti? Paul Longpé, selon la nomenclature des premiers Et ministres. selon quel congrès? Il affirme que le parti sera présent aux élections. Dites-nous, quel pourrait être un peu le paysage politique dans le cadre de cette participation-là? Est-ce que la participation de la FCBE va bouleverser un peu les calculs politiques? Évidemment, la FCBE, c'est un gros parti politique. Est-ce que vous pensez que la FCBE est toujours gros? Non, évidemment, après le départ. Tout est émietté. Il n'y a pas de départ de quelqu'un. Il se trouve simplement que le parti aujourd'hui est complètement en morceaux. Est-ce en 2 ou 3 morceaux? Je ne saurais le dire, mais le parti est en morceaux. Et en morceaux épars, reparti un peu partout. Il y a des ailes et des ailes. Le parti n'est pas encore aujourd'hui unifié. Non, mais dans sa configuration actuelle, dans sa composition actuelle, quand on prend même les 2 camps composés, est-ce que FCBE pourra faire le même, je dirais, score que par le passé? Mais il faudrait que le parti soit en entier pour aller aux élections. Et donc c'est là où tout le mal... Oui, même entier, même entier. Est-ce qu'il pourra faire Si jamais cette main invisible qui détruit la FCBE se retire, je vous en prie, laissez-moi aller. Mais Kader, laissez-moi aller jusqu'au bout. Oui, Joseph Pierre. Si jamais cette main invisible qui empêche l'FCBE de s'unir se retire,
mais les FCB vont faire un tabac. C'est une évidence. Les FCB vont... Et c'est ça qui fait peur. On voudrait avoir les FCB complètement déguenillés que de les avoir en entier. On vous aura compris. On vous aura compris, Joseph Perjonago. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien La Dépêche. Julie Kael Rokouanou, vous avez été un peu indexé par Joseph Perjonago et Gilles Christidi. Je vous laisse quelques minutes pour réagir très rapidement avant qu'on poursuive notre émission qui tend progressivement vers sa fin. D'abord, je suis un peu sur ma fin parce que les vis-à-vis ont dit je ne partage pas. Mais au finish, je n'ai pas vu de contradiction. La question était de savoir est-ce que les FCBE participeront aux élections. Et j'ai dit non. Ma réponse, dans cette situation. Ma réponse était nous les avons vus, ils ont dit ils iront. Mais ce que j'ai vu ressasser, c'est ils ne sont pas unis. Ils sont désunis. C'est-à-dire le débat a été totalement extrapolé. On est parti totalement sur une autre piste. On a posé des questions qui reflètent, je ne sais plus si c'est forcément le journaliste ou c'est le militant qui parle, ou si c'est des... J'ai été un peu choqué quand on posait des questions de susceptibilité ou de trucs là. J'ai suivi mon ami J-Christ. Il dit, s'ils peuvent aller ensemble, c'est tant mieux, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et ce n'est que le reflet de ce que j'ai dit. Donc, il n'y a pas eu de contradiction. À la fin, le doyen Perjonago dit, s'ils se réunissent, s'ils vont ensemble, ils vont faire du tabac. Mais que lui. Donc, c'est tout ce qu'il a dit, c'est propre à lui. Je vous rappelle, parce que vous avez dit, si Achadé l'a dit, la vidéo existe. Ils ont dit qu'ils sont ensemble et qu'ils vont aux élections ensemble. J'ai vu la dernière fois, fortuitement, dans mes enquêtes, en train de voir comment ça se passe à Tchadé, au nouveau siège des FCBE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'union, l'entente est consommée, ou du moins, les gens ont compris l'enjeu d'aller aux élections quand même d'abord. Et ils sont allés aussi à Tchadé, dans l'émission disait quoi? À Tchadé a remis en cause le congrès exhibé par celui que vous avez appelé le président d'honneur et dit ceci, qu'ils ont compris qu'un congrès avant les élections ferait plus mal, qu'il faut aller, et qu'après, 2 semaines après l'installation des conseils communaux, ils iront ensemble. Et c'était ça la première décision de l'entente au domicile du président Bani Yahi quand il était revenu des soins et que les uns et les autres étaient allés lui souhaiter les vœux et il a entamé les négociations. La première résolution, c'était nous nous entendons, on va aux élections parce que si nous nous mettons dans un processus de congrès, on pourrait être éventuellement bloqué par d'autres considérations et le parti risque d'être mis en veilleuse et notre participation aux élections serait compromise. Donc on a fait des congrès aujourd'hui. Pour eux, non, ce n'est pas ça. C'est la date avant les élections. Ce n'est pas le congrès qui fait peur, mais la date avant les élections. Parce qu'il faut que le ministère statue. Non, écoutez, vous pouvez tout dire. Il faut que le ministère statue pour délivrer la récépissé. Tout ce qui reste, c'est la vision à soi. Parce que vous allez aux élections, il faut... Et vous allez au congrès, vous déposez vos dossiers. Ce n'est pas le lendemain que le ministère vous appelle. Ce n'est pas une évidence. Et quand vous parlez tout à l'heure, vous dites qu'il n'y a pas eu de... Le ministère comme ça. Le ministère statue sur les documents amenés. Les gens lui amènent, nous avons fait congrès et les délégués signent. Si le ministère n'a pas eu les délégués qui ont signé, est-ce que le ministère peut délivrer un récépissé? Et tout le reste de l'enquête, c'est d'aller au ministère, de voir. Le ministère, c'est la source de l'information. Merci à vous, Roch. Le reste, on demande. Nous n'allons pas focaliser le débat. Donc le parti se résume à Achadé. Donc le parti se résume à Achadé. Chaque fois, c'est Achadé, tout comme si il n'y a que Achadé. Vous avez, Jo Perjonago, dit qu'il y a des divisions. Il y a des camps. Si l'autre camp est dans une position et que l'autre camp rejoigne sa position, on ne peut que parler de celui qui est revenu rejoindre. Donc il y a un camp Achadé, si je comprends bien. Mais il y a un camp. Moi, je ne savais pas que c'était Achadé qui constituait un camp. Il y a un camp à Tchadé. Quand on dit un camp, vous avez toujours parlé de Hunkwe. Hunkwe n'est pas singleton. Hunkwe a des gens derrière. Les Tchadé aussi, il y a une division. C'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Mais pourquoi on veut forcément dire non, il y a la crise, ou bien on transmet dans les paroles une sorte de souhait de ne pas voir la chose en réalité. Non, évidemment. Merci à vous, Julie Kael. Je comprends que
Journaliste Il y a une première rencontre chez Yahi Boni. Journaliste avec photo à la suite. Alors, journaliste mais à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais au-delà des journalistes que nous sommes. Journalistes que nous sommes. Oui, nous sommes des journalistes, nous sommes en réalité. Ce sont les faits qui nous permettent de produire les événements. On ne va pas chercher, on va pas chercher ce qui relève du chimère. On ne va pas chercher ce qui n'existe pas. Voilà, le doute doit habiter le journaliste, mais si le journaliste a des certitudes, alors ça devient notre... Faites comme Gilles Christ qui réagit maintenant. Il y a eu des temps forts. Adoptez la posture de La Gilles Christ. certitude n'est pas le fort du journaliste, mais le doute. Je suis désolé. Il y a eu des temps forts. Je suis désolé. Il y a eu des temps forts. Nous n'allons pas transformer le Et tout le monde dit, bizarrement, par une scène de réponse de Berger la Bergère. Si je respire encore dans ce métier, c'est parce que j'ai toujours cultivé le doute. Alors, Gilles Christ dit, je me retourne vers vous. Au cours des échanges tout à l'heure, il y a eu Restaurer l'espoir qui est apparu. Restaurer l'espoir est apparu. Dites-nous, selon vous, de façon très, je dirais, expéditive, plus ou moins, quelles pourraient être les raisons qui pourraient motiver le refus de Restaurer l'espoir de participer aux prochaines élections prochaines. Est-ce que cela est dû aux enjeux de ces élections-là? Est-ce que cela est dû, comme je le posais tout à l'heure à Gilles Caron-Pouanou, à la question des 10% qui sont difficiles à obtenir, même pour d'autres formations politiques, bien qu'on les pense nationales? Est-ce que cela est dû également peut-être aux dossiers de candidature qui sont beaucoup plus nombreux que par le passé? Bon, je vais répondre à votre question. Vous me permettrez de dire en 10 secondes quelque chose par rapport à ces deux. 10 secondes. Oui, je vous donne ma parole. Non, en fait, je prenais même du plaisir à suivre un peu les échanges de tout à l'heure. Et effectivement, comme le DG de l'informateur l'a souligné, effectivement, moi, je n'ai pas intérêt à ce qu'un parti politique soit désuni ou n'aille pas aux élections. Je fais des analyses. Et puis, il a aussi reconnu, pratiquement, nous sommes en train de dire les mêmes choses. Mais effectivement, il y a des subtilités. Voilà. Et ce serait vraiment mauvais de ne pas relever tous les aspects de la question. Donc, voilà. C'est bon aussi ces échanges. Je profite de votre rappel pour rappeler aux amis internautes je rappelle aux amis internautes que le souhait de tout professionnel des médias, c'est de revoir FCBE uni. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne connaissez pas tous les autres professionnels des médias. Bon, alors pour revenir à votre question. Sans être au niveau du parti Restaurer l'espoir, je ne peux pas vraiment dire de façon très précise ce qui a motivé une telle décision de ne pas participer aux élections. Ce qui pourrait peut-être sous-tendre une telle décision, c'est peut-être la question des 10%, ou peut-être aussi d'autres questions d'ordre administratif de part et d'autre. Non, tout parti politique a ses réalités à l'interne. Et si vous n'y allez pas, vous ne pourrez pas savoir forcément les contraintes auxquelles sont liés les acteurs politiques, membres de ce parti politique. Je respecte les décisions venant de chaque parti politique et ça me donne de la matière en tant qu'analyste. Je réfléchis par rapport, je vois ensuite ce qui pourrait venir après et parfois je fais des confrontations. Non, Restaurer l'espoir a décidé de ne pas aller aux élections, on en prend acte. Si on est là et qu'un quelconque parti politique, par exemple, on a entendu les membres de Dynamique Unitaire, comment ça s'appelle la Dynamique Unitaire pour la démocratie, DUD, dire aussi qu'ils ne sont pas sûrs d'aller aux élections. J'ai entendu partie de la Flamme Renouvelée ou pour la Flamme Renouvelée dire la même chose. On attendra de voir. C'est pour ça qu'à la fin du délai réglementaire de la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, on fera le point des partis politiques qui, ont voulu aller aux élections et qui n'ont peut-être pas été à jour. C'est-à-dire des gens qui sont allés à la Sénat dont les dossiers ne sont pas acceptés. 2, des gens qui ne sont même pas allés à la Sénat. C'est sûr qu'on leur posera la question en tant que professionnel des médias, pourquoi n'avez-vous pas voulu aller aux élections? On verra clair dans tout ça. Mais pour l'instant, je voudrais juste qu'on puisse observer ce qui se passe actuellement et dire que à l'heure actuelle, rien n'est vraiment décidé de facto, rien n'est gagné d'avance. Et puis, je voudrais dire peut-être pour chuter, avant peut-être de retrouver la parole plus tard, qu'au DPNAGO, moi je ne crois pas aux mains invisibles. Vous savez, dans toute situation, dans toute crise, s'il y a des mains, la main visible, c'est-à-dire que la main a 2 porteurs. Peut-être qu'on ne veut pas dire, mais il n'y a pas de main visible dans aucune situation. La main a toujours 2 porteurs. Donc, si Restaurer l'espoir a une main qui la dérange, si FCB a une main qui la dérange, si n'importe quel parti a une main qui la dérange, que ce parti politique fasse l'effort d'extirper de ses rangs cette main-là. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, ou comme je l'ai souligné,
Nous sommes à une ère où les partis politiques souffrent beaucoup en matière d'idéologie, de cohérence, de messages, etc. Et puis les partis politiques connaissent des divisions. On a vu à quoi cela est dû. Peut-être que le temps nous révélera les coulisses de toutes ces divisions. Alors, Joseph Perjoanago, il y a une disposition qui sera éprouvée pour le compte de ces prochaines élections communales et locales, notamment celle des 10%. Dites-nous, avec les partis politiques qui seront en liste, est-ce que vous pensez qu'ils pourront tous réunir les 10% en tant qu'analyste politique? Dites-nous, en toute honnêteté, quand vous évaluez, quand vous... Bon, à première vue, on croirait que la tâche sera facile à certains partis politiques ou à certaines formations politiques. Mais avec le recul, on se rend compte que ce n'est pas gagné d'avance. Ce n'est pas du tout gagné d'avance pour quelques partis politiques que ce soit en ce moment. Puisque tous, autant que nous sommes, nous vivons sur le même territoire. Les partis évoluent sur le même territoire. Et donc, il y avait d'anciens partis politiques, des formations classiques qu'on connaissait, qui aujourd'hui font prendre part à ces élections sous de nouveaux oripeaux, c'est vrai, mais qui ont aussi leur mot à dire. Les nouveaux partis qui sont créés il y a pratiquement 1 an, moins de 2 ans, vont aussi vouloir prendre part à ces élections. Et ce n'est pas du tout des élections législatives. Ça va se passer à la base. Et donc, ceux qui feront parler le foudre, ce seraient seulement les partis qui ont de la base, qui ont la maîtrise du terrain. Et ce ne serait pas être proche de celui-ci ou de l'autre. Donc, ce qui me fait dire que les 10% ne sont pas gagnés d'avance dans la mesure où, aujourd'hui, vous aviez cité une bonne demi-douzaine de partis qui sont presque susceptibles de prendre part à ces shoots. Mais chaque parti voudra poser un acte concret sur le terrain. Chaque parti ira en campagne. Et les partis qui, aujourd'hui, n'existent que de nom et d'envergure surfaite, par exemple, parce qu'il y a des partis aujourd'hui, quand on évoque leur nom, c'est la grandeur. Mais en fait... C'est bien maquillé. C'est maquillé parce que c'est sur le terrain que ça va se décider. C'est chaque habitant qui ira voter pour ce parti-là. Et c'est là où on va compter les 10%. C'est là où on va compter les 10%. Avec ce que cela a de désavantageux sur la gestion décentralisée maintenant de nos communes. Parce que cette disposition, de mon point de vue, pêche par endroits. Parce que lorsqu'on viendra m'imposer, par exemple, un élu qui n'a jamais milité dans ma région, mais parce que son parti politique a engrangé le plus de voix possible, on me dit que c'est désormais lui qui gère mon territoire, ça va poser un problème parce que je n'avais jamais voté pour cet élu-là. Là, c'est les revers de cette disposition, mais on aura le temps de s'en rendre compte après. Alors, Angélique Poinou, même question. Est-ce que vous pensez que les partis politiques en liste là pourront tous réunir les 10%? Pas tous, mais il y en a qui vont réunir les 10%. Parce que 10%, c'est 10% de 100%. Donc, il y a pas, quand à l'arrivée, il y en a qui peut-être auront peut-être... Donc déjà, on n'aura pas plus de 10 partis politiques qui vont... C'est 10%, c'est 10% de 100%. Et quand on va partager 10% de 100%, il y aura des gens qui auront les 10%. C'est mathématique. Ce n'est pas encore le débat où c'est la base, c'est celui qui connaît. Quand on vient au point mathématique, c'est 100%. Quel que soit le faible taux de participation, tout ça, 100%. 100%, on dégage 10%, 20% participation, donc les gens auront les 10%. Il n'y a rien à faire, sinon qu'à l'arrivée, et au départ, on n'avait pas 100% là, debout. S'il y a 100% debout, quand les gens veulent se partager 100%, il y en a qui auront 10%. Les gens ne s'en sortiront pas avec tout le monde avec... Non, ce n'est pas évident, du tout pas. Après ces élections, il y a des partis qui vont cesser d'exister, carrément et simplement. Et c'est pourquoi nous avons dit c'est pourquoi on se pose la question de savoir quelle est l'intelligence qui sous-tend le fait que certains partis politiques, qui connaissent réellement les lois, qui savent que si vous ne prenez pas part aux élections communales, il vous sera difficile d'avoir votre mot à dire pendant les présidentielles et qu'après 2 rendez-vous manqués de façon successive, vous disparaissez. Mais pourtant décident de ne pas y aller. On se demande l'intelligence qui sous-tend cette décision. Les joies venues, nous édifierons. Mais donc pour le moment, la bataille d'abord c'est d'être des combats. Et après ces combats, ceux qui ne vont pas arriver à avoir les 10% vont disparaître
ou se fondre maintenant dans d'autres ensembles comme on a l'habitude de faire. De le faire à l'habitude. Alors dites-nous, j'ai précisé pour qu'on puisse fermer ce débat, dites-nous, 10% selon vous, en toute honnêteté, est-ce que vous pensez que tout ce qui est fait là, malgré la grande communication autour de cette information politique et autres, est-ce que sur le terrain, en tant qu'analyste politique, est-ce que les différents partis politiques en lice pourront tous obtenir les 10%? Ah mais c'est pas évident que tous les partis... qui vous convainc de l'obtention des 10% selon vous? Non, je ne pourrais pas dire un parti politique précis qui pourra d'office réunir les 10% parce que... De cette information politique. Oui, vous savez... Il y en a 3 ou 4 qui, peut-être, vous parlez tout de l'esprit, qui vous pouvez dire, voilà, tel peut obtenir les 10% compte tenu. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'hégémonie encore de partis politiques parce qu'après la réforme du système partisan, on n'a pas encore eu des élections vraiment ouvertes à tous où chacun a montré sa force de frappe. Vous vous rappelez, la première élection qui a suivi les réformes, ce sont les législatives qui se sont déroulées dans un contexte particulier, où le chef de l'État lui-même a reconnu les insuffisances liées à cette élection. Oui. Mais quand on s'inspire de la composition de cette information politique, oui. Quand on regarde un peu le nombre de leaders politiques qui composent telle formation politique et telle autre, oui. Quand on regarde un peu ils vont se substituer aux électeurs dans telle formation, dans toutes les 17 communes du pays, oui. Et que d'autres, on estime que leurs leaders ne sont que circonscrits dans un certain arrondissement, oui. Est-ce que vous pensez que tout ceci juxtaposé l'un sur l'autre, est-ce qu'ils pourront tous obtenir les 10%? Encore une fois, vous avez beau être leader, lorsque les donnes changent, elles changent pour tout le monde. Les électeurs béninois commencent à avoir du nouveau, c'est-à-dire que aujourd'hui, tomber le mythe du leader politique. Oui, aujourd'hui, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, à n'importe quelle partie du Bénin, pour que ce soit les élections législatives, les élections locales, vous prenez le spécimen selon les dispositions de la loi, vous verrez chacun des partis politiques en lice. Ça veut dire que, par exemple, si l'UDBN décide d'aller aux élections, vous verrez les candidats de l'UDBN partout. Si Bloc républicain décide d'aller aux élections, vous verrez les candidats du Bloc républicain partout. C'est pareil pour tous les partis politiques. Entre-temps, par exemple, si on était dans l'ancienne donne politique et que vous me posiez cette question, j'aurais pu vous dire que dans l'Ouémé, par exemple, le PRD aurait pu faire fort. Aujourd'hui, quelqu'un peut me confirmer que le PRD peut être encore très fort dans l'Ouémé aujourd'hui, avec le Bloc républicain qui s'est installé, avec l'Union progressiste qui s'est installée. Dans le même temps, si par exemple on était dans l'ancienne donne, on aurait pu dire que la partie de Zou appartenait encore à l'ancien parti, la Renaissance du Bénin. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore dire ça? Les nouveaux partis politiques qu'on appelle Bloc républicain, l'Union progressiste, n'ont pas encore vraiment été confrontés à d'autres partis politiques, d'autres idéologies, d'autres bords politiques, pour qu'on voit leur force de frappe. C'est pour ça que la question n'est pas au niveau des leaders. Non, la question n'est pas au niveau des leaders parce que nous aspirons à changer les choses. Et puis regardez la loi. Lorsqu'on vous dit 10%, ça veut dire que vous avez beau faire élire dans votre fief. Si vous êtes un leader, vous ne pouvez pas être leader sur tout le territoire national. Qui aujourd'hui peut dire que lui fait l'unanimité dans le cœur de tous les Béninois à la fois? Vous n'avez pas. Personne. Encore que, on a entendu certains leaders, ceux que vous qualifiez de leaders, en tout cas des expérimentés en politique, qu'ils ont retirés récemment. Vous avez... Ma question, ma préoccupation, c'est juste de savoir, quand on sait un peu comment les Béninois votent, quand on sait un peu comment certains militants adhèrent à une formation politique... Oui, je suis d'accord avec vous. Qu'ils s'agglutinent derrière un tel leader politique, ou peut-être tel ancien député, ou tel ancien maire, ou peut-être tel ancien conseiller, est-ce que quand on fonde son argumentaire sur cela, est-ce que ça ne peut pas peut-être dire déjà que bon, tel autre pourrait peut-être tendre vers les 10%, peut-être pourrait obtenir les 10%, et peut-être que tel autre pourrait être limité au cours dans cette épreuve-là. Non, vous savez en quoi c'est... Je comprends votre question, mais vous savez en quoi c'est vraiment délicat de chercher à répondre de façon très précise. C'est que... C'est que vous ne voulez pas nommer les partis politiques. Non, ce n'est même pas ça. C'est que je ne peux pas me substituer aux électeurs béninois pour décider à leur... Je n'ai même aucun sondage sous la main. Prenez le parti... Non, prenez le parti... par exemple, si Restaurer l'Espoir avait décidé d'aller aux élections, vous savez que dans la 15e ou dans la 6e circonscription électorale, candidat Azanaï, peut-être en 2015, ça va porter beaucoup. Lorsque Azanaï prend la parole pour les législatives de 2015, ben, son message partait vite. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me dire encore, même dans la 15e ou dans la 16e, que si Azanaï prend la parole, ça sera suivi de la même façon? Les choses ont changé. C'est pour ça que vous avez beau être leader. Aujourd'hui, moi, j'attends ces élections. Et comme
les uns et les autres clament que ces élections seront ouvertes, que ça sera inclusif, ainsi de suite, j'attends de voir effectivement des élections très libres, transparentes, pour qu'on puisse jauger tous ensemble le poids de chaque parti politique dans ce paysage politique d'ensemble. Vous avez la certitude que les partis qui sont à l'Assemblée aujourd'hui sont vraiment les meilleurs partis du Bénin. On ne peut pas le dire parce qu'ils ont été seuls à la compétition et ils sont allés. Donc, si entre-temps le match se jouait à plusieurs, voilà, avec les mêmes règles pour tout le monde, et que la Sénat, dans la transparence, d'ailleurs, on n'a pas parlé de la responsabilité de la Sénat, puisque le DP a souligné les erreurs, ainsi de suite. Oui, c'est capital. Voilà, donc, ainsi, si les règles du jeu sont vraiment respectées, si les règles du jeu sont vraiment respectées pour tout le monde, et qu'on n'a pas détecté d'erreurs mineures, d'erreurs majeures pour personne, et que vraiment les choses ont été faites, carte sur table, on verra. Moi, je ne peux pas dire tout de suite que le Bloc républicain aura 10%. Les gens peuvent ne pas... Si, parce que les Béninois, il y a des endroits où... Il y a des endroits où... Parfois qu'on valide tout. Non, je n'ai pas dit ça. Il y a des endroits où... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des endroits... Il y a des endroits où... Vous avez toute la polémique que ça a suscité après, erreur mineure, erreur majeure. Donc, n'entrons pas là. Il y a des endroits où, par exemple, le programme du président Patrice Talon n'est pas apprécié par des Béninois donnés. Alors, ce que les partis Bloc républicain et Union progressiste pourront vendre probablement, c'est ce que fait le chef de l'État, puisque de toute façon, ils soutiennent ces actions. Alors, si les gens ne valident pas et que vous avez beau être leader de la mouvance, on ne va pas voter pour vous. Mais dans le même temps, qui vous dit que dans certains fiefs, les gens n'ont pas des griefs contre peut-être un cadre de FCBE, un cadre, c'est pour ça que rien n'est joué d'avance et je ne voudrais vraiment pas me risquer. Oui, je voudrais dire ceci pour accompagner un peu la réflexion de mon confrère Gilles, pour dire ceci. Mais nous parlons de tout. C'est pourquoi je ne pourrais pas accepter qu'on me refuse de faire des analyses. Les analyses, en fait, m'amènent à dire MPLP ou comment ça s'appelle déjà MPL de Korogoné, par exemple. Oui. C'est-à-dire, c'est ça l'analyste qui sommeille à moi. Vous allez vous voir surpris que des gens qui ne connaissent même pas ce parti ont porté leur voix à ce parti juste pour dire moi, je suis anciennement PRD, je ne suis pas content avec le PRD, je suis anciennement USL, je ne suis pas content, je suis RE, je ne suis pas content, je porte. Et puis, MPL sera surpris de constater que, mais comment est-ce pu faire autant de scores à ce niveau? Et vous allez dire après quoi? Qu'il y a eu tricherie ou fraude? Non. C'est ça ce que s'exprimait mon confrère tantôt. Ceux qui ne sont pas d'accord vont profiter pour régler leur compte avec même un parti dont ils ne sont absolument pas en adhésion. Ça peut se passer au cours d'une élection. Et c'est peut-être une façon aussi de dire, bon, je punis tel parce que c'est l'occasion qui m'est offerte, et si bien entendu les conditions sont ouvertes réellement, c'est l'occasion qui m'est offerte désormais de régler le compte à tel que j'attendais au carrefour. Et là, vous allez vous retrouver dans des calculs que vous n'aviez jamais imaginés. Bon, mais je voudrais m'en arrêter là pour dire, on ne peut m'empêcher de faire des analyses. Et justement, on ne va pas vous empêcher de faire des analyses, et je vous demande de poursuivre vos analyses. Et nous allons aborder le dernier panel de cette émission, c'est relatif aux élections, à l'élection présidentielle au Togo. Ayant fait le Togo, ayant connu un peu comment la politique se passe au Togo, Joseph Perdonnago, dites-nous quelle lecture faites-vous du déroulement du scrutin présidentiel de 2020 au Togo? Bon, moi j'ai coutume de dire que l'une des élections les plus transparentes que le Togo ait connues était celle de 2010 par exemple. Et là, il n'y avait rien à dire. Aucune élection en Afrique et sous les tropiques ne peut ne pas souffrir de contestation, certes. Mais ce qui vient de se dérouler sous nos yeux au Togo a pêché à mains endroits. Vous voyez, on sait toujours qu'il y a le contentieux électoral qui surgit. Il y a des contestations qui surgissent. Mais pour que la paix s'installe, les éléments de transparence doivent conduire tout le monde du début jusqu'à la fin. On a observé la CENI. À quelques 3 ou 4 jours des élections, la CENI qui, en entente avec tous les partis prenantes de cette élection, avait retenu une plateforme de contrôle et de transparence des élections, a décidé que, ayant soupçonné qu'il y a des trafiquants qui vont infecter le système, a simplement et tranquillement supprimé cet outil. Ça pose un petit problème de mon point de vue. C'est de façon unilatérale que la CENI l'a décidé. Ça n'est pas bien
lorsqu'on a mis ensemble des outils de transparence et des plateformes pour contrôler les élections, ça n'est pas bien. Deuxième chose, cette même CENI avait dit qu'elle ne communiquera les résultats que tel jour. Cette fébrilité, cette rapidité ou cette... je n'arrive pas à comprendre comment la CENI peut rapidement communiquer les résultats avant cette échéance. Et les résultats provisoires, bien entendu, nous ne le ferons que tel jour. Mais avant, 24 heures avant, on communique les résultats. Ça pose un problème de mon point de vue. Quand on avance et que des contestataires disent « Tiens, nous avons la victoire de notre côté », les éléments dont nous disposons témoignent de ce que nous avons la victoire de notre côté. Qu'est-ce qu'il faut faire pour couper court à tout? On met tout à plat. Il s'agit d'élections. Il ne s'agit pas d'alcôve. La seule chose qui est cachée dans une élection, c'est que lorsque vous allez dans l'isoloir, c'est ce qui est caché. Mais lorsque les résultats sont les votes sont exprimés, on peut les déposer devant tout le monde. Les États-Unis d'Amérique ont exprimé le vœu de voir les résultats bureau par bureau de vote être étalés à la face de tout le monde. Et puis le régime s'en serait sorti par la transparence. Niet, le pouvoir, a dit le pouvoir. Pour en venir à quelle conclusion? Moi, je voudrais dire que aujourd'hui, les élections sont déroulées au Togo. Le président sortant a rempilé avec les derniers résultats qui donnent 70% de suffrages exprimés. Je dis, ça me laisse un arrière-goût d'inachevé dans la mesure où on aurait accédé aux exigences de transparence qu'aujourd'hui, je dirais que Faure est passé haut la main. Mais ce n'est pas le cas de mon point de vue. Je ne dis pas qu'il n'a pas gagné les élections, mais je dis qu'il y a des non-dits qui ne font pas bien pour une élection qu'on veut transparente. C'est votre analyse. On ne vous a pas empêché de faire cette analyse? Je viens de faire mes analyses, voilà, et heureusement parce qu'on n'est pas à Cotonou. Sans quoi, il y en a qui me seraient jetés dans la gueule. Judicaël Roch-Ouanou, dans la faveur de ce scrutin présidentiel, dans la faveur de la proclamation des résultats, il y a un candidat, Kojo Agbeyome, qui a indexé, même un informeur béninois, d'être complice de fraude électorale. Dites-nous, en tant que journaliste, comment avez-vous suivi de près cette actualité au Togo? Bon, et à la suite du doyen Jopezo Anago, je vais aussi faire mes analyses. Ce que nous sommes en train de faire depuis le début de cette émission, ce que nous n'avons pas peut-être à un moment donné apprécié, c'est qu'on passe les souhaits pour des analyses. Sinon, les analyses, nous les ferons. Voilà. Et ce qui est formidable, c'est qu'un candidat qui, à quelques heures même avant la fermeture du dernier bureau de vote en Côte d'Ivoire, au Togo, s'est déclaré déjà élu avec 61% des voix. C'est déjà une violation flagrante. Avant la fermeture des bureaux de vote, Agbeyome s'était déjà dit déclaré élu avec 61%. Et il fallait que le président 61 se prépare et il a précipité, il a fait gouvernement, tout ça là. Même jour de l'élection, même avant le dernier bureau de vote, nous avons tous suivi. En ce moment, il n'a pas accusé un imprimeur. Les mêmes bulletins qui ont permis d'avoir 61% de fraude peut-être, donc il a eu les 61% par fraude. Demain il revient dire il faut accuser. Je pense que c'est une pure bêtise. Parfois, nos hommes politiques, je ne sais pas, on ne va pas les insulter, mais vraiment, quelque chose me dérange dans leur façon de raisonner. C'est quoi, il manque de cohérence, c'est ça? Parfois, je dis, mais c'est du n'importe quoi. C'est du véritable n'importe quoi. Et parce que je ne peux pas me permettre de prendre part à une élection où je sais que peut-être les bulletins sont pré-assemblés, fraudés et tout ça. Je dénonçais ça depuis les premières heures. Et je m'en arrête là pour dénoncer le scrutin. Mais à la fin, je valide le scrutin en disant que j'ai été élu. Pour vous, il y a un cohérence. Et c'est après que je commence à raconter des bêtises. À la fin, la Cour constitutionnelle du Togo a dit c'est telle personne qui a été élue. Moi, je dis, pays africains, c'est notre fatalité, nous avons un problème aussi. Les États-Unis disent il faut que je regarde. C'est une ingérence. C'est une ingérence. Ce n'est pas un trophée à exhiber. C'est vrai qu'on peut dire à un moment donné que les choses ne se sont pas bien déroulées, mais c'est une ingérence. Est-ce que le Togo peut dire je veux voir clair dans ce qui se passe aux États-Unis?
Mais n'oubliez pas que les États-Unis vous Non, 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 mais c'est États-Unis, c'est États-Unis, le Bénin, c'est le Bénin, le Togo, c'est le Togo. C'est vrai que sur la carte... Mais est-ce que vous non, savez je que ne refuse pas, mais servi, je dis citoyen béninois. Citoyen du monde, résident en Afrique, africain que je suis, parfois on est révolté d'entendre ces choses-là. Oui, on est révolté. Je ne suis même pas du tout révolté. Non, ça dépasse. Nos dirigeants sont corrompus, il ne faut pas connaître les choses. De chacun. Non, les pays qui ont respecté des droits humains viennent autrement, il y a beaucoup de... On a libéré Kamto, au Sénégal. On va se calmer, Je crois que je vous reviens. C'est grâce à la France qu'on a libéré Kamto. Faites l'équilibre sur le plateau. Faites l'équilibre sur le plateau. Je pèse à Nago, quand vous prenez la parole. Quand vous prenez la parole, je vous suis avec beaucoup de considération et de plaisir, mais vous devez avoir aussi, vous devez souffrir de m'écouter. Ce n'est pas forcément... Je souffre vraiment. Je ne pas forcément... Moi-même, je souffre parfois. Vous souffrez, parce que vous me coupez. Non, parce que vous me coupez. Parce que nous ne partageons pas les mêmes points de vue, mais c'est une aberration que de s'ingérer sous tout le temps dans le pays des autres. Vous pensez que les États-Unis, les élections qui se déroulent là-bas, est-ce que ça se déroule correctement bien tout le temps? Non, on a vu autant de Bush, des urnes jetées dans la Californie, des trucs pareils. Mais est-ce que le Bénin a dit, je veux voir, recomptez-moi les voix? Est-ce que le Congo a dit, je veux voir, recomptez-moi les voix? Non, s'il vous plaît. Alors, Gilles Christidi, votre commentaire sur le déroulement du scrutin présidentiel au Togo? Je partage la plupart des analyses qui ont été faites de part et d'autre. Vous voyez, lorsque vous voyez tout ce qui s'est passé au Togo pendant cette présidentielle, vous vous rendez compte une fois de plus que le continent africain est vraiment un continent très malade sur le plan politique. Peut-être que nous aurons le temps d'accéder au même niveau de développement que les autres, parce que, je le dis entre parenthèses, l'Afrique est un continent très jeune. Je le dis aussi, pourquoi? Parce que nous avons eu notre indépendance il y a à peine une soixantaine d'années. La France qui célèbre son 14 juillet, sa fête nationale, vous savez, ça date de 1789, la prise de la Bastille. C'est pour dire que nous ne sommes pas au même niveau d'égalité, c'est vrai. Mais cela ne donne pas le droit aux acteurs politiques de jouer avec le suffrage des électeurs. Qu'est-ce que veut dire par là? Lorsque je suis un peu le DG de l'informateur, je lui donne entièrement raison sur le déroulement des faits. Le soir déjà des élections, un des candidats, celui qui a été reconnu plus tard comme ayant occupé la deuxième place, mais qui n'a pas la possibilité d'aller au second tour parce que n'ayant pas réuni au moins le score qu'il faut, le candidat Guillaume s'était déjà proclamé vainqueur de cette présidentielle. C'est une négation des principes démocratiques parce qu'il n'a pas laissé d'abord la CENI proclamer les résultats, quitte à se tromper, pour que lui, à son tour, s'il a des chiffres contradictoires, qu'il puisse les exhiber à la face du monde. Il ne l'a pas fait. Ça veut dire que, quelque part, il y avait eu un problème de confiance entre les acteurs politiques où on participait à l'élection sans avoir confiance aux institutions. Premier aspect de la question. Deuxième aspect, dans le même temps, la CENI dit « Je ne peux pas proclamer les résultats avant la semaine prochaine ». Les élections avaient eu lieu un samedi. Déjà le dimanche soir, la CENI elle-même, c'est-à-dire 24 heures après, revient pour proclamer les résultats. Moi, je me réveille le lundi matin, je découvre que les résultats de la présidentielle sont déjà publiés. Et moi, je me suis amusé comme un enfant à faire la totalité des pourcentages de chaque candidat. Et je me rends compte que ça donnait 101,65%. Comment cela se fait-il? Qu'on compte le suffrage enregistré par chacun, ça devrait donner 100%. Lorsqu'on dit Kader, Roch, Anago, Chidi, on a été aux élections être punis, là. Et que vous avez eu 15%, l'autre a eu, etc. On fait la somme, plus éventuellement les bulletins nuls, ça aurait pu donner 100%. Moi, j'ai vu 101,65%. Ça veut dire qu'il y avait eu vraiment mal donné quelque part dans les chiffres de la CENI. Deuxième niveau d'imperfection. Troisième niveau, vous constatez qu'après que les résultats définitifs ne soient proclamés, je vois le même candidat à Guillaume qui a déjà formé son gouvernement, qui nomme un Premier ministre et qui dit, j'ai lu un peu sa note, qui dit, vu les chiffres réels de la présidentielle, mais qui donne les chiffres réels? Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je ne dis pas qu'il a perdu les élections, je ne dis pas qu'il a gagné, je ne dis pas que Faux a perdu ni que Faux a gagné, mais je fais des constats selon lesquels rien n'a marché selon les normes dans cette présidentielle. Où il ne faut pas gouvernement, ils nomment un Premier ministre parce qu'ils sont dans un régime particulier. Ils nomment un Premier ministre qui
à lui former son gouvernement. Et il convoque toute la presse, vous voyez, il convoque toute la presse avec l'argent que la presse peut faire dépenser un candidat. Et il dit ça. Je viens de nommer mon Premier ministre. Et vous vous rappelez que le soir des élections, déjà, il dit qu'il invite fort le président sortant à se préparer pour une transition pacifique. C'était presque de la comédie à la face du monde. Honnêtement, c'était de la comédie. Et j'ai aimé un peu les analyses du DG qui disaient que si éventuellement vous n'êtes pas d'accord sur le déroulement du processus, un candidat a le devoir, c'est ce qui est normal, hein, d'avoir des représentants dans chaque bureau de vote. Alors, dans chaque poste de vote, le candidat a des observateurs. Quelle appréciation faites-vous de la requête des États-Unis? Merci beaucoup. J'allais de toute façon en arriver là. Vous voyez, lorsque, je vais finir rapidement, lorsque vous avez eu des observateurs et que vous n'avez pas exhibé les chiffres que vous avez à la face du monde, ça pose un problème de cohérence. Maintenant, lorsque j'entends les États-Unis effectivement dire que eux, ils veulent voir qu'on publie les résultats à la face du monde, j'aurais peut-être encore aimé l'Union africaine. Merci. Ou la CEDEAO. Merci, c'est une organisation. Ou l'UEMOA dire, nous voulons que ce pays qui fait partie de notre organisation puisse montrer exactement à la face du monde ce qui s'est passé. Ce n'est pas aux États-Unis d'Amérique de venir dire au Togo ce qu'il doit faire. Alors, s'il vous plaît, lorsque le président Faure Gnassingbé, que ce soit Faure, Agbeyomi, n'importe qui, président togolais, va décider d'aller aux États-Unis d'Amérique, la probabilité est très faible à 2% qu'il puisse rencontrer Trump à l'aéroport. Ou même qu'il puisse voir Trump avant de revenir. Nos chefs d'État voyagent aux États-Unis d'Amérique, en France, dans certains pays, sans même que le président ne sache qu'un chef d'État est venu dans son pays. Voilà, comment cela se fait-il que ce soit ces États-là qui nous dictent... C'est notre faute, c'est notre faute aussi. Oui, tout à fait. Gilles Christie, dites-nous, vous vous sentez gêné, embarrassé. Je le suis également de constater que les États-Unis demandent que soit publié, bien, opine dans le cadre de l'organisation d'un scrutin présidentiel. Mais dites-vous, quand vous savez que les États-Unis ont des financements en cours dans un pays et que lorsqu'il y aura instabilité face à ce scrutin électoral et qu'on sait toujours comment ça se passe, ces financements-là seront mis à mal, est-ce que vous ne voyez pas pertinent que les États-Unis se préoccupent de ce qu'il faut qu'il y ait une stabilité? Et quand on sait également que la plupart de nos chefs d'État africains trouvent toujours recours et soutien, que ce soit financier ou soutien peut-être international auprès de cette puissance internationale, est-ce que les États-Unis ne sont pas dans leur rôle régalien? Ça veut dire alors que nous sommes un département des États-Unis d'Amérique alors? Ça veut dire que nous sommes un département où, bon, on est là, on dépend d'eux, c'est eux qui régissent notre vie. La crise libyenne, la crise ivoirienne, oui. On sait un peu ce que les différents États, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, ont joué. Oui. Ce sont des bêtises. Et vous appréciez ça? Ce sont des bêtises. Qu'est-ce que la Libye est devenue aujourd'hui? Ce sont des bêtises. Vous avez vu la grande ampleur du terrorisme dans la région du Sahel? Vous voyez un peu la vente des migrants au niveau de l'Afrique du Nord. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut être aussi libre au point de les empêcher de C'est pour ça que je dis que nous aussi, nous avons notre responsabilité. Voilà. D'abord, au plan politique. Si nous jouons comme des enfants de la maternelle qui ont de la peine à réclamer du bonbon par ici, du biscuit par là, et qui ne s'entendent pas sur des combats intéressés. Oui, et qu'on n'est pas capable de jouer franc jeu entre nous, souffrez que les autres nous embêtent. Mais dans le même temps, nous devrons lutter. Moi, je ne suis pas un panafricaniste aveugle. Hein. Je ne dis pas oui. Non. Je dis, nous sommes un État souverain comme les autres. Nous ne pouvons pas, sur un plateau de télévision, dire qu'il faut laisser la main à la France de détruire la Libye si ça lui chante, qu'il faut laisser la main à, je ne sais pas, aux États-Unis d'Amérique, de venir dire, oui, Togo, faites ça, sinon, nous, on va... Non. C'est vrai que Trump, ça n'a pas... C'est pas aux pays africains. Donald Trump, l'actuel homme fort de la Maison-Blanche, lui, il a un mot à la bouche. Sanction. Il sanctionne tout le monde, l'Iran, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça ne m'émeut pas qu'on puisse dire, oui, le Togo, ainsi de suite. Mais je voudrais dire, si vous permettez en 10 secondes, oui, je vous reviens, qu'on puisse... Je reviens pour le dernier tour. D'accord, merci. Oui. Très rapidement. Alors, Joseph Peruzanago, nous sommes pris par le temps. Oui, par rapport à cette requête des États-Unis. Vous savez, ce qui me fait plaisir, j'aimerais toujours faire l'effort d'avoir les pieds sur terre, c'est-à-dire être pragmatique. Je voudrais quitter le Togo rapidement, nous amener au Cameroun. Il y a l'opposant Kamto qui vient d'être libéré. Mais Paul Biya n'en avait que cure. Il est resté droit dans ses bottes. Il lui fallut que Macron, président français, puisse appeler pour dire
M. Biya libérer cet opposant. Aujourd'hui, Kamto est dans la rue, il a pu organiser des meetings et on a vu. Ça me gêne. Alors, lorsqu'on dit Pompeo, même à féliciter le gouvernement, tant, voilà, maintenant c'est bon. Nous le disons ici, même au pays. Lorsqu'on dit, après les élections... Quand on félicite, on approuve. Oui, Macron a appelé Talon, Oui. je suis en train de faire de la fiction, Oui, de la fiction. pour lui dire bravo pour les élections que vous venez d'organiser. C'est la cellule de communication du chef de l'État même qui va s'en occuper. Là, tout le monde applaudit à se rompre les phalanges. Mais dès que Macron dira, mais ce n'est pas bien, dans telle chose, ceci s'est passé, ça ne se fait pas comme ça, sous la bonne démocratie. Oh, on va trouver les béninots progressionnistes pour dire ça ne peut jamais se passer. Et moi je dis, je préfère être les pieds sur terre et dire c'est... Et être très pragmatique. Oui, bien sûr, c'est des marionnettes ceux qui disent ça. C'est plutôt ceux qui comprennent que ça se passe ainsi qui ne sont pas des marionnettes. Alors, toujours avec vous, vous êtes personne à vous. Quelle appréciation faites-vous de l'implication de Monseigneur Poudreau dans ce scrutin présidentiel? Voilà. Est-ce que vous ne sentez pas un peu un côté partisan de l'Église catholique dans cette crise? Merci. J'ai lu, je ne suis pas si croyant que ça, je suis croyant mais je ne suis pas si pratiquant que ça, j'ai lu tout récemment. Vous savez, chacun tire le drap de son côté, et puis quelqu'un a trouvé des termes et des liens bibliques pour expliquer que cette ingérence-là existait toujours, a toujours existé, et que le pratiquant ou l'homme de Dieu, à ce niveau ou à ce stade-là, peut faire ce que Monseigneur Poudreau est en train de faire. Moi, je ne voudrais pas me prononcer sur son attitude, mais je voudrais dire ceci. C'est vrai, nous avions connu, nous autres, nos prélats, à des moments donnés, qui sont ingérés dans ce que nous faisions. Et avec un peu de bonheur, on s'en était bien sortis. Monseigneur Poudreau, si ce qu'il a fait jusque-là était interdit par les tests du Vatican, je suis certain que 2 jours après, quelque chose se serait produit dans ce sens. Rien. Et mieux si vous écoutez souvent quand il intervient. En d'autres termes, il a le soutien du Vatican. Bon, non, je ne dis pas qu'il a. Cela devrait se faire, c'est ce pourquoi il a fait. Non, attention. Qui le dit rien consent. Non, avoir le soutien, c'est différent de. Est-ce que les tests le permettent? Ce n'est pas parce que je me retrouve dans la rue, je ne commence pas à chantonner que le président Talon me l'a permis. C'est peut-être les tests de mon pays. Ce sont quand même des actions considérables. Est-ce que le Vatican est consentant? Mais si les tests. Est-ce que le Vatican va regarder seulement. Mais est-ce que tout ce que les tests permettent sont bien séants? Mais attendez, chacun se mire et se projette. Monseigneur Poudreau a pris position. Depuis le début, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et aucune voix autorisée du Vatican ne lui a dit arrête. Il a continué. Et mieux, vous savez, il y a l'ensemble des évêques du Togo, par exemple, qui l'a soutenu. Moi, j'arrive à me dire, donc, ce qu'il fait alors peut se faire. Puisque j'étais dans le doute au départ, je me disais, est-ce qu'il ne va pas un peu trop loin? Mais ils l'ont soutenu, ça veut dire quoi? Le Vatican pourrait laisser faire une telle chose. Et donc, si je dois répondre à votre question, je dis ce qu'il fait aux yeux de la congrégation à laquelle il est soumis ou astreint, ça peut se faire, c'est ce pourquoi il a fait jusque-là. Maintenant, quel est l'impact? Les implications. Moi, je dis ceci, il n'a pas été inquiété véritablement jusque-là par ceux dont il relève. Les implications, c'est qu'il y a aujourd'hui une sorte de scission au niveau du Togo, parce que nos États, qu'on ne le veuille pas, sont composés par une grosse proportion de croyants. Et le chef de l'État, l'actuel, qui a été confirmé dans ses fonctions, devrait travailler à cela, à cimenter cette fissure. Parce qu'il est sûr que, et même si on lit aujourd'hui 18, il est passé de 14, il est passé à 18% ou à 19%, le candidat soutenu par Monseigneur Poudreau, c'est que quelque part derrière, il y a des gens. Il y a eu des incursions dans les églises, sur des paroisses où des militants ont été molestés. Il va falloir que le nouveau président puisse corriger ces choses parce qu'on risque de laisser une plaie béante au sein de cette catégorie de personnes. Dernière préoccupation de votre envoi, Joseph Perjean. Dites-nous, êtes-vous pour un nouveau mandat de Faure Gnassingbé? Non. Là, je vous dis tout de suite non. Ce n'est pas une affaire familiale ni clanique. C'est une maison qui appartient à tous les Togolais. Et ce n'est pas parce que les tests ont été traficotés pour en arriver là. Je le dis souvent, même ici au Bénin, je dis, c'est pas parce qu'on dit c'est les tests c'est sur la base des tests. Tous les tests ne sont pas de vrais. En fait, quelqu'un a dit, état de loi ne veut pas dire état de droit.
Ce n'est pas parce qu'on a pondu des lois qui nous sont favorables qu'en les exerçant ou en les appliquant qu'on est dans le bon droit. Non, moi j'estime que Fort devrait s'arrêter et laisser les autres faire leur preuve. Merci Joseph Pézonavo. Philippe Karakou, très rapidement, dites-nous que pensez-vous de l'implication de Monseigneur Podro dans la crise au Togo et dans l'élection présidentielle au Togo? Selon vous, est-il partisan? Est-ce que l'Église catholique est partisane? Et dites-nous, est-ce que vous approuvez, en fonction de vos convictions, ce nouveau mandat de Fort Yacine? On part du Bénin pour aller en Côte d'Ivoire. Au Togo? Oui, pour aller au Togo. La Côte d'Ivoire, parce que c'est depuis hier, j'ai fait un débat parce que à cause de la dernière décision de Ouattara. Donc ça m'est resté dans la tête. Une déclaration, oui, une déclaration. On pourra faire le débat après. On part du Bénin. On part du Bénin parce que je voudrais rappeler que le peuple béninois de 2016 et d'avant 2016 n'est forcément pas le peuple béninois d'aujourd'hui. Ceux qui ont 17 ans, 15 ans en 2016 ont déjà 20 ans aujourd'hui et sont déjà des citoyens. Le niveau de réflexion a augmenté. Et le Béninois réfléchit aujourd'hui très bien. Même si aujourd'hui, Macron appelait le président Talon pour le féliciter d'une quelconque action, il y aurait toujours des Béninois qui vont dire, écoutez, ce n'est pas bon. C'est pour vous dire que tout le monde ne peut jamais réfléchir dans le même sens. Il y aurait toujours des situations. L'implication de Monseigneur Podro. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Au Togo, pardon. Ce qui est sûr, c'est toujours l'Afrique. Au Togo. Ce qui se passe aujourd'hui au Togo est formidable. Ce n'est pas rare. L'Église catholique s'est toujours mêlée de la politique. Ce n'est pas un fait nouveau. Et le dernier Pézo a dit, des gens ont trouvé même des liens pour dire qu'arrivé à un certain âge, on a vu le rôle qu'a joué Monseigneur Isidore de Souza ici au Bénin, un rôle formidable dans ce que nous avons appelé la conférence des forces vives de la nation qui a permis de parler de la démocratie et de tout. Mais est-ce que ça dit cela non, c'est pratiquement non, c'est peut-être qu'ils n'ont pas eu les mêmes approches, ils n'ont pas eu la même sagesse, ils n'ont pas eu les mêmes stratégies. Mais de toutes les manières, ils se sont intéressés d'une manière ou d'une autre. Il menace fort. Ils se sont intéressés d'une manière ou d'une autre à l'avenir de leur pays, à ce qui se passe. Tous les deux, c'est un point de base commun. Parce que quand Podro aujourd'hui on va parler, on dit c'est l'avenir du Togo qui le préoccupe. C'est ce qui avait préoccupé Monseigneur Isidore de Souza. Donc pour dire, c'est peut-être la raison. C'est peut-être pour dire. Non. Mais Il a joué la stratégie et la sagesse. Il avait une position. Et sa position était le peuple. Monseigneur Isidore de Souza avait une position et sa position était le peuple. Sa position était le Bénin. Personne ne fait rien. Personne ne fait rien. Personne nous fait dire quelque chose. Personne. Écoutez-moi, cher ami Cadet, mais j'en arrive là. J'en arrive pas. J'en arrive là, mon frère. Je vous dis une chose. Vous savez, il n'y a rien sans rien. Et personne ne fait quelque chose sans avoir une position donnée. La position de Monseigneur Isidore de Souza était la position du peuple, était le Béninois, était l'avenir du peuple. Podro va te dire c'est la même chose. Aujourd'hui, si Vatican... Je vous dis, si Vatican ne parle pas, alors là, ça pose problème, ça nous cloue le bec. Alors, êtes-vous pour, dernière question, êtes-vous pour un mandat pour Fort? Approuvez-vous ce mandat-là? Je dis chaque dirigeant choisit, et chaque peuple choisit son dirigeant. Merci à vous. Gilles Christy, oui. Je voudrais faire observer que lorsque l'opposant camerounais Kamto a été libéré, personne n'avait su que c'est suite aux pressions de Macron. Merci. Lorsque lui, maladroitement, l'a révélé récemment au Salon de l'Agriculture, vous avez certainement lu la presse camerounaise. Tout le monde s'en est indigné. Ça veut dire qu'il faut qu'on ouvre les yeux et qu'il faut qu'on évolue. Oui, pour Monseigneur Podro, je voudrais dire que d'abord le parti ou le creuset politique qui a porté le candidat Gbemé s'appelle la Dynamique Podro. Et Monseigneur, il est dans un engagement. Je suis d'accord, il a supporté le candidat Agbeyomé. Il est dans un engagement donné. Il veut qu'il y ait alternance au sommet de l'État au Togo. C'est son choix. Après, lorsque vous écoutez Monseigneur Isidore de Souza en 90 et bien d'autres, ils disent que si vous ne vous mêlez pas de la politique, si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui vous fera. Ça veut dire que l'Église n'a jamais interdit que les évêques s'intéressent à la vie politique. D'ailleurs, observez en Côte d'Ivoire, en RDC, au Togo, au Bénin, au Cameroun, les évêques, la conférence épiscopale s'intéresse toujours à la vie politique du pays.
Mais j'ai l'impression que vous faites effectivement la part entre la conférence des évêques du Togo et Monseigneur Podjo. Mais Monseigneur Podjo participe ou il fait partie de la conférence des évêques. Et d'ailleurs, lorsque les évêques ont fait leur sortie, ils ont affirmé que eux, ils ne voulaient pas directement appeler à aller marcher dans la rue parce que les conditions sécuritaires n'étaient pas remplies, parce que Monseigneur Podjo avait voulu que les gens sortent. Ils ont fait la part des choses. Mais après, chacun choisit le sens de ses combats. Lorsque vous, Kader, vous dites « je milite pour telle idéologie », vous avez vos raisons. Donc moi, je n'ai pas à le condamner ou à ne pas... Mais voilà. Je sais que le pape François lui-même se prononce sur l'actualité politique du monde entier. Donc il exhorte, par exemple, des acteurs politiques à travailler pour la paix, à s'humilier ou à penser au bien-être de leurs concitoyens. Donc, si Monseigneur Podjo s'engage derrière un candidat, ça peut déranger. Je comprends les frustrations. Après, bon, il est un homme aussi comme... Est-ce que vos convictions personnelles partagent ou approuvent ce nouveau mandat que Force s'apprête à effectuer? D'abord, moi, personnellement, je n'ai aucun problème avec personne. Si c'est vous que les Béninois choisissent pour diriger le Bénin aujourd'hui, vous, Kader, je vous respecte en tant que président de la République. Si les Togolais choisissent démocratiquement... Attendez, je suis en train de vous répondre. Si les Togolais choisissent démocratiquement, Faure Gnassingbé, et qu'on voit que c'est clair, c'est fort qu'ils ont choisi, ça les engage. Actuellement, est-ce qu'on peut en dire autant? Je ne pense pas. Donc, si Faure Gnassingbé engage un nouveau mandat dans des conditions floues, non élucidées, bon, dans des conditions douteuses, ça laisse un arrière-goût d'inachevé. Ce n'est pas bon. Mais après, chaque État est souverain. Moi, Béninois, je ne peux pas dire, voilà, je n'approuve pas le mandat. Encore que même si vous vous demandiez si j'approuve le mandat d'un quelconque président au Bénin, je vous dirai ce que je pense librement. Donc, voilà. Merci à vous, Gilles-Christ Tchidi. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique. Vous êtes face à Roch Judicaël Rouanou, directeur général du quotidien béninois L'Informateur. Et le troisième invité, notre grand analyste a pour nom Joseph Perzo Anago. Il est directeur de publication du quotidien La Dépêche. Chers amis internautes, c'était Info Hebdo de ce samedi 7 mars de l'an 2020. Merci pour l'attention et à samedi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et un excellent week-end vous êtes souhaité pour accompagner le programme sur les www.ezaetv.bj. Et n'oubliez pas de prendre le rendez-vous de l'invité demain. Ce sera avec Éric Martin Sangon, membre fondateur du parti politique Union Progressiste et membre du bureau politique de la dite formation politique.